Merci, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous écoutez ce que je dis. Ok. Bonsoir Gomez, bonsoir. Tu écris depuis quel pays? Depuis quel pays est-ce que tu nous écris? J'espère que le son aussi il est bon. Bonsoir Gomez. Dites-nous en commentaire d'où est-ce que vous écrivez. Congo-Brazzaville, d'accord. Bonsoir à tous ceux qui sont du côté du Congo, qui vont voir le live, ou bien qui vont voir après. Ok, le son il est bon. Alors, l'objectif de ce live, c'est pour répondre à toutes vos questions. Donc, j'aimerais que, avant de commencer le live, que vous puissiez... Merci, bonsoir Yves. Bonsoir, bonsoir. C'est un plaisir de te voir là. Voilà. J'aimerais que vous partagiez le live à tous ceux et celles qui sont intéressés par les études en Belgique. Vraiment, essayez de partager au maximum à tous ceux que vous connaissez qui sont intéressés par les études en Belgique. L'objectif du live, j'ai dit, c'est pour répondre aux questions. Je vais répondre à toutes vos questions, notamment sur les études en Belgique. Mais néanmoins, je vais donner beaucoup de conseils à ceux et celles qui vont commencer la procédure pour aller étudier en Belgique pour 2023. Vous pouvez laisser vos questions en commentaire. Je vais lire. Donc, mettez déjà un pouce et partagez le live à ceux et celles qui sont intéressés par les études en Belgique. C'est important. Vraiment partager, c'est important. Et n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Voilà. Je ne veux pas être trop long. Donc, si vous avez des questions, mettez les questions en commentaire. Je prendrai la peine de répondre à vos questions. Et bien sûr, je vais vous donner beaucoup de conseils en ce qui concerne la procédure pour aller étudier en Belgique pour 2023. Alors, Gomez se demande pourquoi l'office met du temps dans le traitement des dossiers. Alors, déjà, je commencerai d'abord par te dire que je ne travaille pas là-bas. Donc, pour dire que l'information ou ce que je vais te donner comme réponse, voilà, tu peux la soumettre à une vérification. Ça veut dire que tu peux aller vérifier si ce que je dis est vrai ou pas. Voilà. Maintenant, je vais t'expliquer quelque chose. En ce qui concerne le traitement de la demande de visa à l'Office des étrangers, bien sûr pour le cas des étudiants qui sont hors Union européenne, c'est-à-dire qui sont encore en Afrique, et qui sont non résidents, ça veut dire que tu es encore en Afrique. Bien sûr, quand vous faites vos demandes de visa, vous faites vos demandes de visa pour le cas pour un visa de type D, c'est-à-dire un visa long séjour pour études. Et dans la mesure où, parce que ce qui conditionne votre visa, éventuellement, c'est une admission que vous avez obtenue dans un établissement. Ça peut être soit un établissement public, comme ça peut être soit un établissement privé. Maintenant, le temps de traitement de la demande de visa est défini pour, disons, 2 semaines après que vous ayez déposé vos demandes à 3 mois. Donc, dans un délai de 15 jours à 3 mois, il est possible, il est probable que vous ayez une réponse par rapport à la suite de votre demande de visa. Maintenant, pour être encore plus spécifique, quand vous introduisez votre demande de visa avec une admission obtenue dans un établissement de type public, il est éventuellement vous êtes toujours dans le délai de ceux qui vont entre 15 jours et 3 mois. Il est possible que vous ayez une réponse bien avant, sachant que pour les établissements de type public, la plupart de ces établissements ont une dérogation et donc ils doivent respecter la dérogation.
ça peut être une université, ça peut être une haute école, ça peut être une école de promotion sociale. Dans ce cas-là, quand vous introduisez votre demande de visa, vous devez avoir une réponse avant votre date de rentrée et bien sûr avant votre date de dérogation. Passez déjà ce délai, il n'est plus possible pour vous d'avoir la possibilité d'avoir le visa. Aussi simple que ça. Ça veut dire quoi? Même si tu as le visa après la dérogation, ce n'est plus possible pour toi d'être accepté parce que l'établissement déjà ne t'accepte plus. Maintenant, je vais dire le cas de ceux qui ont obtenu l'admission dans un établissement de type privé. C'est vrai déjà que il y a une vidéo que nous avons faite qui se trouve sur nos différentes plateformes qui explique un peu mieux cela. Mais maintenant, avec une admission obtenue dans un établissement de type privé, automatiquement, bon, j'ai oublié de faire une précision quand même pour ceux qui font les demandes de visa avec une admission obtenue une demande de visa avec une admission obtenue dans un établissement de type public. C'est que quand vous introduisez votre demande de visa et pendant le traitement, voilà, ce que je veux dire, c'est que pendant le traitement, il faut tenir compte que, bien sûr, la durée du traitement, c'est entre 15 jours et 3 mois, bien sûr. Mais il faut tenir compte que si c'est que l'école ne vous octroie pas de dérogation, parce qu'il y a des établissements qui n'octroient pas de dérogation, si c'est que l'école ne vous octroie pas de dérogation, alors si c'est que votre date de rentrée passe, ce n'est plus nécessaire pour vous de continuer la procédure. Il faut être clair avec ça. Maintenant, pour les établissements de type privé, c'est ce que je voulais dire. Quand vous faites votre demande de visa, automatiquement, parce que pour ceux qui font les demandes de visa avec l'admission obtenue au privé, au public, il est possible que votre dossier n'est pas traité par l'office étranger. Ça peut être traité directement dans votre pays, c'est-à-dire à l'ambassade dans laquelle vous avez introduit votre demande. Ça peut être soit à TLS Contact, comme ça peut être au niveau de l'ambassade. Ça, c'est pour les étudiants qui sont dans un autre pays, autre que leur pays de résidence. Maintenant, pour ceux qui déposent l'admission, le visa, avec une admission obtenue dans un établissement de type privé, automatiquement, votre demande de visa, votre dossier, ça va à l'office des étrangers et vous devez déjà compter minimum 3 mois. Minimum 3 mois. Ça veut dire que si tu as fait ton visa avec une admission privée, au bout de 3 mois, avant 3 mois, tu ne peux pas avoir, tu ne vas pas avoir une réponse. Voilà. Il faut attendre 3 mois et peut-être plus pour avoir une réponse. Maintenant, si 3 mois passent, c'est que beaucoup parfois ils pensent que quand 3 mois passent, il faut toujours attendre, il faut patienter. Trouvez déjà un moyen de faire un recours. Et quand je parle de recours, ça veut dire vous trouvez un avocat qui est spécialisé dans un recours contentieux, c'est-à-dire qui est responsable de l'immigration. Ça peut être un avocat qui est en Belgique, bien sûr. Il y a plusieurs cabinets qui proposent des avocats. Donc, si c'est que vous n'avez pas d'avocat, vous pouvez laisser un message en privé. On va essayer de voir comment est-ce qu'on peut vous trouver une personne qui peut vous aider dans ce cas-là. Donc, si tu as fait ta demande de visa avec une admission au privé, c'est minimum 3 mois. Maintenant, si ça fait déjà 3 mois, tu n'as pas toujours de réponse, mon frère, ma soeur, cherche déjà à faire un recours. Et quand je parle de recours, cherche déjà à avoir un avocat pour pouvoir faire le recours. Parce que les dérogations vont jusqu'à quand? Si pour les écoles privées, la plupart, ça va jusqu'au mois de novembre, au plus tard ou bien fin octobre. Je prends l'exemple de l'école IT, qui est une école privée, parce que les dossiers, les demandes étaient saturés, surtout pour ceux qui de première année, à cause de la saturation des demandes de visa, et vu que le traitement est lent, l'établissement IT, parce que récemment j'étais au pays,
il y avait une conférence où on expliquait, on discutait avec le responsable de l'école IT et il donnait cette information. Pour ceux qui ont eu l'admission au privé en première année, si c'est que la rentrée c'est bientôt, je pense que vous savez qu'on vous a renvoyé pour la plupart en rentrée décalée, c'est-à-dire en février, le 1er février. Maintenant, si c'est que tu n'as pas eu ce retour-là et que tu es toujours en attente, non seulement tu as deux choses à faire. Non seulement tu dois trouver un avocat pour faire un recours et deuxièmement, tu dois essayer de contacter l'école. Est-ce que je dois faire un recours par rapport à ma rentrée qui débute bientôt ou est-ce que je dois prendre un avocat déjà pour faire le recours et attendre une rentrée décalée. Cela suppose que si tu vas faire une demande, tu vas faire le recours avec la rentrée décalée, tu seras obligé de demander à l'établissement qu'on te fournisse une dérogation pour la rentrée décalée. Et c'est avec ces dérogations que tu vas introduire dans ton dossier pour que l'avocat puisse faire le recours. Parce que si c'est qu'on dit on t'a renvoyé dans une rentrée décalée, celle de février, juste avec la bouche, ça n'a aucune valeur. Il faut un document qui justifie cela. Donc, Gomez, voilà un peu ce que je pouvais répondre à ta question. J'espère que c'est OK. Si ce n'est pas d'accord, si je n'ai pas compris, voilà. Voilà ce que je pouvais te répondre. Généralement aussi, le traitement prend aussi beaucoup de temps parce que voilà, les demandes sont nombreuses. Les demandes sont nombreuses. Ne pensez pas que il n'y a que vous qui faites la procédure. Hein. Il n'y a pas que vous. Vous êtes nombreux. Et quand on voit les statistiques de l'année dernière, seulement pour le cas, je prends seulement l'exemple du Cameroun, c'était plus de 2000 demandes, plus de 2000 demandes de visa introduites. Il y a le Maroc, il y a le Togo, il y a le Sénégal, il y a la Côte d'Ivoire, il y a même la Guinée, il y a le Congo. Chaque année, il y a les demandes qui s'introduisent. Donc, il y a beaucoup de demandes. Dans le traitement, ça prend du temps. Et généralement, c'est pour cela qu'on dit il est important de débuter la procédure le plus tôt possible pour ne pas être dans cette difficulté-là. Mais ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de réponse. Il y a des personnes qui... Il ne faut pas vous décourager. Hein, parce que moi, je connais beaucoup d'étudiants. Et ce sont les cas qu'on voit tout le temps. Beaucoup d'étudiants qui ont déposé leur demande de visa et ça a pris un temps fou et ils ont eu leur visa avec la dérogation bien sûr et ils ont voyagé. Donc ne te dis pas que ton cas est scellé, ton cas est fini parce que chacun a son profil. Voilà. D'autres personnes peuvent patienter, malheureusement ils n'ont pas, c'est pas ce que je souhaite. Comme toi tu peux patienter et après tu as ton visa. C'est ce que nous souhaitons. Mais on le dit, pensez toujours et toujours à faire vos procédures le plus tôt possible. Donc, Gomez, j'espère que j'espère que j'ai répondu à ta question. Si c'est OK, tu mets un pouce, ou bien tu dis juste OK. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à poser. Je vais répondre. J'espère que vous avez partagé le live à ceux et celles qui sont intéressés par les études en Belgique. D'accord, merci. Nous avons déposé depuis le mois de mai jusqu'à aujourd'hui. Non, non, c'est pas possible. Mais c'est beaucoup ça. Mai, juin, juillet, août, septembre, ça fait déjà plus de 5 mois. C'est beaucoup. C'est beaucoup déjà, ça c'est beaucoup. Je pense que est-ce que tu as déjà un avocat? Est-ce que tu as pris un avocat pour faire le recours? C'est pas possible qu'au bout de 5 mois, ton dossier soit toujours en traitement. Ce n'est pas possible. Maintenant, l'avocat, c'est pourquoi? L'avocat, c'est pour 2 cas possibles. Premièrement, pour que tu aies déjà une réponse rapide par rapport à ta demande. Deuxièmement, tu peux avoir une réponse qui peut être soit positive, soit négative. Il faut que tu le saches. Si elle est positive, alors c'est super. Et tu passes à l'étape suivante de ta procédure. Mais par contre, si elle est négative, malgré le fait que tu as pris l'avocat et que le résultat il est très vite sorti, tu vas devoir entamer un recours contentieux. Ça veut dire pour contester le refus. Mais pour contester un refus, il faut être d'accord, il faut être sûr que le refus, il est dû à soit un document ou une faute qui n'est pas justifiable. Ça veut dire, on te dit par exemple que tu n'as pas pu justifier
tel document, ou bien tel note, ou bien, je sais pas, quelque chose comme ça, que tu sais, toi-même que tu as ça pour prouver, tu as les documents qu'il faut pour prouver et tout, alors tu fais le recours. Mais si ton recours est lié, là, je vais prendre l'exemple des Camerounais. Si ton recours, tu fais le recours et que le refus est lié à Campus Belgique, tu laisses tomber. Tu laisses tomber. Pas besoin de faire le recours, parce que ça, c'est une perte de temps. Donc, tu peux avoir un refus faute du garant, faute de Campus Belgique pour les Camerounais, faute par exemple d'un document, un faux document, ou bien un document qui manque. Donc, tout dépend. Et c'est avec ton avocat que tu verras ça. L'avocat qui te dira que, par exemple, avec ça, on peut faire le recours, avec ça, c'est peine perdue, avec ça, voilà, tu vois. Donc, ce sont autant de paramètres qu'il faut vérifier, il faut prendre en compte. Maintenant, je dis, et je pense que je ne sais pas, mais je vais dire, partagez ce live-là. Parce que beaucoup de personnes, et j'ai reçu, je crois, il y a de cela 2 jours, 2 témoignages des étudiants. Premier témoignage, j'ai posté ça sur nos plateformes, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, presque partout, sur différentes plateformes aussi en Belgique. 2 étudiants qui, et ça ce n'est que les 2 que j'ai pensé qu'il faut publier, parce qu'il y a beaucoup de témoignages des étudiants qui ont eu à faire leur procédure, soit par eux-mêmes, ou bien qui ont confié à des personnes que je ne connais pas, et qui nous contactent là, qui nous disent que voilà, ils ne savaient pas quoi faire. Chaque jour, on reçoit des choses comme ça. D'abord, il y a l'étudiant qui a fait sa demande d'équivalence, et ça fait déjà 1 an qu'il n'a même pas en possession son équivalence et ses originaux. Et à cause de cela, il n'a même pas la possibilité de pouvoir faire sa procédure cette année-ci. Ça veut dire qu'il souhaite maintenant recommencer sa procédure, mais il n'a pas la possibilité. Pourquoi? Parce que déjà son équivalence, il ne sait même pas si son dossier est au service des équivalences ou bien son dossier a été confisqué par sa personne de contact en Belgique. Il ne sait pas ça. Or, on vous le dit toujours, peu importe qui vous avez en étranger, peu importe qui, je ne vous demande pas de ne pas faire confiance, mais faites attention à qui vous confiez votre dossier, votre procédure. Faites attention. Les gens ne sont pas toujours d'accord de ce que vous faites. Ils ne sont pas toujours contents de vous aider. Autant mieux payer quelqu'un qui va vous aider et qui va réellement vous aider et vous aurez des résultats. Cet étudiant jusqu'à aujourd'hui n'a pas son équivalence, il n'est pas en possession de ses originaux. Ça veut dire qu'il ne sait même pas ce qu'il doit faire. Ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas l'Afrique. Ça veut dire que si vous avez ce type de problème, ne vous couchez pas, vous dites que c'est perdu ou bien c'est fini. Hein. Non, 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 non. Vous cherchez un avocat, même si ça va vous coûter la peau, je ne sais pas la peau de ce que vous voulez. Trouvez l'avocat et que vous essayez de faire une démarche pour pouvoir entrer en possession de vos documents. Ce n'est pas possible que quelqu'un de mauvaise foi puisse confisquer vos documents. Parce que je sais quand même que le service des équivalences traîne parfois à répondre. Mais je n'ai pas encore vu où on a bloqué les documents d'un étudiant, l'équivalence et les originaux, jusqu'à l'envoyer des réponses, des mails automatiques, comme quoi il faut qu'il patiente. Il faut qu'il patiente, pas besoin d'appeler, d'harceler. Vous croyez que quoi? Ce sont des êtres humains qui travaillent là-bas. Donc, si vous êtes dans ce type de situation-là, faites très attention à qui vous confiez vos dossiers. Maintenant, il y a un autre étudiant, c'est un deuxième cas, et qui à mon sens, parce que je pense que je vais faire une vidéo sur ça pendant la semaine, et je peux en parler. Il faut m'écrire, Gomez, il faut m'écrire eBay. Il faut m'envoyer un message en eBay, je ne sais pas, sur WhatsApp, ou sur Messenger, en eBay, tu vois. Je ne peux pas te donner le nom, le numéro de l'avocat comme ça, là. Ici, là, je ne peux pas te donner. Voilà, ce sont des informations confidentielles. Donc, le deuxième cas, c'est l'étudiant qui, lui, c'est presque la même situation. C'est presque la même situation que celui de l'équivalence. Parce que le problème parfois arrive toujours au niveau de l'équivalence. C'est-à-dire que des personnes qui disent qu'ils vont vous aider, ça peut être un oncle, ça peut être je ne sais pas qui, ils décident de vous aider, après ils confisquent. La personne a carrément confisqué ses documents. Oui. Celui-là, il ne sait même pas si ces dossiers sont toujours des équivalences ou pas. Mais le deuxième cas, sa personne de contact qui est en Belgique, qui est ici en Belgique,
à confisquer carrément ces documents. Voilà. Donc, faites attention à qui vous faites confiance et à qui vous confiez votre procédure. Voilà. Faites attention à ceux qui disent qu'ils vont vous aider parce qu'ils sont votre oncle, votre tante et tout ça. C'est zéro. Voilà, ces gens ont leur vie. Ils ont leurs occupations, ils ont leur travail, ils ont beaucoup de choses à faire. Ne pensez pas qu'ils vont sacrifier tout ça pour vous aider. C'est un conseil que je donne en même temps. Parce qu'il a dit, le live est spécial questions-réponses. Ça veut dire que peu importe les questions, je vais répondre. Mais aussi pour vous donner des conseils et des astuces pour ne pas faire d'erreur pour la procédure pour aller étudier en Belgique dès 2023. La procédure, elle a déjà débuté. Elle a déjà débuté. Je ne sais pas dans quelle langue est-ce qu'on va dire cela. Mais il est important que vous sachiez, ça a déjà débuté. Et il faut anticiper. La procédure de la Belgique est différente des autres. Dans le sens où, en fait, tu ne sais pas réellement, en fait. Parce que même malgré le fait que tu as les dates butoirs de chaque étape, on n'est pas très sûr. Parce que ces gens-là, l'administration belge, vraiment, eux-mêmes, ils sont là parfois, ils changent les lois, ils changent les... Je prends l'exemple de la prise en charge. Ceux qui ont fait la procédure cette année-ci, vous pouvez témoigner. Combien de fois est-ce qu'on a changé le montant du garant? Combien de fois est-ce qu'on a changé le montant du garant pour cette année-ci seulement? Ceux qui ont fait la procédure. Gomez, si tu as fait la procédure, dis-moi. Combien de fois toi-même personnellement est-ce qu'on a changé le montant dont doit disposer le garant? Combien de fois cette année-ci? Je vous dis que la procédure, on ne peut pas l'expliquer comme ça. Il faut vivre ça. Il faut la vivre du début à la fin. Et au fur et à mesure que tu vis la procédure, tu te rends compte des difficultés. Et c'est comme ça qu'on apprend. J'aimerais aussi passer le message à ceux qui nous écrivent, qui écrivent à l'académie que vraiment je vais faire la procédure, mais je n'ai pas les moyens, je n'ai pas ça, je n'ai pas ci, je n'ai pas cela, je ne sais pas qui va m'aider et tout. Si vous voulez être préparé complètement pour faire cette procédure, vraiment, il faut laisser. Il faut laisser. Ce que je vais dire, c'est quoi? Si vous voulez aller étudier en Belgique, c'est un conseil que je vous donne. Il faut aller crescendo, crescendo, étape par étape. La première étape, l'équivalence. Concentrez-vous sur l'équivalence. Combien est-ce que peut coûter l'équivalence? De faire l'équivalence, ça peut coûter combien? Quand je dis coûter combien, ça veut dire les documents légalisés, les photocopies, tout ce que vous voulez dans l'équivalence. Les frais d'équivalence y compris. Vous vous asseyez sur ça. Vous analysez. Vous ne pouvez pas cotiser l'argent, vous ne pouvez pas avoir l'argent de toute la procédure d'un un seul coup. Si vous êtes riche, tant mieux. Si vous êtes fortuné, tant mieux. Moi, je parle beaucoup pour la masse. Je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui nous écoutent depuis le Maroc, depuis l'Algérie, depuis la Tunisie, depuis Dubaï, depuis la Russie, d'autres même depuis l'Ukraine. Ces étudiants-là qui n'ont pas forcément des moyens financiers, mais qui veulent bien, qui ont la volonté. On a fait plusieurs vidéos où on explique qu'avec moins d'1 million, c'est possible. 1 million de francs, c'est pas, je précise. C'est possible d'aller étudier en Belgique. Et plusieurs vidéos également qu'on a faites expliquent comment vous pourriez dépenser pendant la procédure, que ce soit pour les différentes étapes. Mais néanmoins, on ne vous demande pas d'aller cotiser l'argent pour venir garder quelque part et commencer la procédure quand ça bon vous semble. Non. Si vous réagissez comme ça, je vous assure, vous aurez beaucoup de difficultés pendant la procédure. Commencez par l'équivalence. D'abord l'équivalence. Vous avancez au fur et à mesure. L'équivalence, c'est 3 mois maximum. Et pendant ces 3 mois, vous avez le temps de mûrir votre projet. La première chose que vous avez besoin, c'est d'abord la volonté. Je veux aller en Belgique. Je veux aller étudier en Belgique. Je veux vraiment aller étudier en Belgique. Il faut d'abord avoir cette volonté-là. Dès que vous avez cette volonté, il vous faut maintenant la détermination. Il faut être capable d'être déterminé du début à la fin. Ça veut dire, vous allez décider de suivre votre procédure jusqu'à ce que
Ça marche. Voilà. Ça va pas être facile. Dans le sens où, si vous faites tout seul, mais vous n'êtes pas seul. Parce que si vous êtes là, ça veut dire que vous êtes là au bon endroit. Et là où il y a l'information. Le plus compliqué parfois, c'est l'information. Parce que celui qui n'a pas l'information ne peut pas s'en sortir. Voilà, ça c'est clair. Celui qui a l'information est au moins se 10 pas à l'avance sur l'autre. Et c'est le premier arrivé qui est le premier servi. On ne veut pas savoir si vous avez l'argent ou pas. On ne veut pas savoir si vous êtes riche ou pas. On ne veut pas savoir si vous êtes intelligent plus que les autres. On ne veut pas savoir si tu es blanc, si tu es noir, si tu es jaune, tu es rouge, si tu es vert. On ne veut pas savoir tous ces détails. Peu importe qui vous êtes, le plus important, c'est votre dossier que vous avez constitué. Et ça, c'est pour les différentes étapes. Donc, il faut déjà mûrir l'envie. Je veux. Si tu veux, ça veut dire que tu peux passer à l'action. Et du moment où tu peux déjà passer à l'action, ça suppose que tu vas te préparer. Et donc, tu avances comme ça pour l'équivalence au fur et à mesure. Après, tu vas à l'étape des demandes d'admission. Et c'est pareil, on anticipe. Les équivalences, c'est maintenant qu'elles commencent. Hein. C'est maintenant. Cela suppose que tu n'as pas besoin d'attendre le 15 novembre. Comme on a dit, ils ouvrent à partir du 15 novembre. Tu n'attends pas le 15 novembre. Tu montes des dossiers maintenant. Et c'est possible. On vous le dit. Et on vous le montre. À travers le programme en formation vidéo. Ou bien à travers les vidéos même qu'on fait sur YouTube. Qui sont gratuites. Que beaucoup même ne regardent même pas. Ouais. Vous m'amusez même souvent. Déjà, beaucoup de personnes m'amusent. Hein. Il y a des personnes ici qui ne méritent même pas d'être aidées parce que on fait des vidéos hein, gratuites. C'est-à-dire que tu n'as qu'à cliquer et suivre gratuitement ce qu'on te dit. Et avec ça, tu peux t'en sortir. Voilà. Il faut anticiper sur chaque étape. Tu consultes ton dossier maintenant de l'équivalence et tu envoies au service des équivalences. C'est possible. Ne me dis pas que il faut attendre forcément le 15 novembre. Tu n'as pas besoin d'attendre. Tu montes ton dossier, tu envoies et le traitement de ta demande se poursuit. Ensuite, les demandes d'admission. On dit les demandes d'admission, ça commence à partir de fin janvier, c'est-à-dire début février jusqu'au 30 avril. Ça parle au-delà de ça. Mais tu commences à te préparer pour les demandes d'admission à partir de décembre. Tu te prépares déjà pour les demandes d'admission. La constitution des dossiers. Quelles sont les écoles dans lesquelles je peux postuler? Quelles sont les formations qui sont favorables à mon profil? Quelles sont tout ça? Tu dois chercher tout ça. Et tu montes déjà le dossier de chaque école à l'avance. Donc tu montes le dossier de chaque établissement dans lesquels il y a ta formation. C'est-à-dire tu as choisi par exemple 4 établissements et moi nous disons, hein, il faut pour les admissions, il faut prendre au moins ces 4 établissements pour postuler. Au moins ces 4. Vous consultez le dossier des 4 établissements, vous stockez. Quand les établissements vont ouvrir, vous postulez. Voilà. Vous anticipez déjà sur les demandes d'admission et vous postulez pour les demandes d'admission. Ensuite, le garant ou la prise en charge. On dit le garant ou la prise en charge. C'est une étape difficile. Hein? Ne pensez pas que quand on parle du garant ou de la prise en charge, c'est facile, c'est simple à faire comme ça. Non, non. Je pense même que la prise en charge ou bien le garant se prépare au début, maintenant. C'est-à-dire que tu commences déjà à préparer psychologiquement les personnes qui doivent te prendre en charge. Si tu as un garant dans la famille, un ami de la famille qui vit dans l'Union européenne, je prends d'abord ce cas, puisque tu n'as pas besoin de justifier le lien de parenté. Ça, c'est dit par l'administration belge. Tu commences déjà à préparer cette personne. Est-ce que tu peux être mon garant pour le cas de la procédure pour l'étudiant en Belgique? Ça, tu l'expliques ça. Le garant a besoin il faut que le garant ait un salaire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, pour qu'il puisse me prendre en charge. Donc, quand tu dis ça à cette personne, il se prépare aussi. S'il ne peut pas être ton garant, après, il va te dire, je ne peux pas. Que d'attendre le mois de mai ou avril pour chercher la prise en charge, le garant. Après, cette personne va te tourner comme dans la sauce jaune.
Et après, il va te dire qu'il ne peut pas te prendre en charge. Pendant ce temps, la procédure, elle ne fait qu'avancer, avancer, 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 avancer. Et c'est toi qui perds. Donc, tu prépares le garant de la prise en charge bien au départ et tu avances dans la procédure. Et l'étape qui suit, c'est les demandes, c'est-à-dire les démarches administratives. Campus Belgique pour les Camerounais et la demande de visa. Campus Belgique qui représente ici 80% de refus de demande de visa. Donc beaucoup prennent à la légère. Il faut préparer votre projet d'études. Il faut préparer votre projet professionnel. Il faut préparer vos motivations au choix de la formation que vous désirez faire en Belgique. Il faut préparer cela. Oui, ce n'est pas à prendre à la légère. Tous les pays qui font des entretiens, que ce soit pour l'Allemagne, la France, notamment la Belgique, où il y a des exercices, il y a des interviews à faire, à passer, pour pouvoir défendre votre projet. Parce que le visa, malheureusement, vous êtes obligé de défendre la raison pour laquelle vous voulez voyager. Oui, il ne suffit pas seulement de dire je veux voyager, on m'a donné le visa. Ça veut dire que tu montes même ton dossier là, tu n'es même pas sûr à 100% que tu auras le visa. Voilà. Disons qu'à 80%, tu es sûr. Pourquoi? Parce que tu vas consulter sagement et bien ton dossier. Mais les autres 20%, voilà, tout dépendra du système et que tu dois comprendre dès le début. Parce qu'il faut comprendre déjà le système à la base afin d'anticiper. Parce que le plus important, c'est d'anticiper. Hein. Peut-être qu'on ne vous le dit pas. Mais ici, on va toujours vous le dire. Il faut anticiper sur chaque étape. Vous devez préparer Campus Belgique. Vous devez préparer vos demandes de visa, bien rédiger les lettres de demande de visa, consulter sagement les dossiers. Bref, vous devez bien monter votre procédure. Donc, voilà. Si tu es nouveau, nouvelle, ou bien que tu as déjà fait une demande de visa, tu n'as pas eu, et que tu souhaites reprendre la procédure, mon frère, ma soeur, tu sais déjà comment anticiper. Donc, prépare-toi maintenant. Prépare-toi maintenant. N'attends pas la dernière minute. Voilà. Maintenant, je vais terminer parce que après, je ne vois pas les questions. Je vais poursuivre le travail rapidement. Pardon. Récemment, j'ai fait un post toujours sur notre plateforme digitale. Je vous expliquais, voici la raison pour laquelle vous n'auriez pas le visa. Il est important pour moi de revenir dessus. J'ai énuméré là pratiquement plus de 10 raisons pour lesquelles vous n'auriez pas votre visa. La toute première raison pour laquelle vous n'auriez pas votre visa, et quand je le dis, c'est parce que je connais cette procédure et je sais que beaucoup vont tomber dans ce piège-là. La première erreur, la première raison, c'est que beaucoup ne démarrent pas leur procédure à temps. Vous attendez toujours le moment idéal. Et le moment idéal, là, c'est le moment quand on aura tout l'argent, on aura tous les garants, on aura tout ce que vous voulez là. C'est ça le moment idéal. Vous attendez le jour que vous êtes content pour commencer votre procédure. Pourtant, ce n'est pas le cas. Donc, à cause de cette erreur-là, beaucoup n'ont pas le visa. Bon, je n'ai pas fait des statistiques par rapport à ces différentes raisons pour dire que voici la raison la plus excessive, voici la voilà. Mais je sais quand même que la 10e raison que je vais te donner ici est l'une des raisons les plus importantes qui font en sorte que beaucoup d'étudiants n'ont pas le visa. Donc, je t'ai dit la première raison, c'est que beaucoup n'anticipent pas, ne démarrent pas la procédure à temps. La deuxième raison, il faut noter ça, c'est que beaucoup ne veulent pas apprendre. Beaucoup ne veulent pas se former sur la procédure. Vous n'allez pas vous lever comme ça, tu vas venir, je vais aller étudier en Belgique et tu vas aller, je sais pas, postuler tranquillement. Tu fais ce qui te semble bon quand c'est bon. Non, il faut s'éduquer, il faut s'informer. Il faut chercher les informations. Il faut aller sur le site des établissements, sur le site donc sur toutes les étapes de la procédure, il y a des sites où vous pouvez facilement avoir les informations et tout. Donc, il faut se former, il faut s'informer sur la procédure. Il faut suivre des chaînes YouTube comme Reçu en Belgique. Il y a plusieurs plateformes qui
vous informe sur la procédure du programme en Belgique. Je ne dis pas à quelqu'un d'aller de partir, ne pas aller voir l'autre et d'aller voir l'autre. Non. Si tu veux, tu suis même 10 personnes, ça t'engage. Du moment où tu sais que celui-là, il dit la vérité. Celui-là, ce qu'il dit est pertinent. Suis cette personne. Oui. Tu suis cette personne. Et tu ne suis pas ça comme si c'était la parole de l'évangile. Non. Tu suis cette personne, tu prends des notes et tu fais des recherches. C'est comme ça. Donc, formez-vous, informez-vous et payez le prix pour ça. Payez le prix pour ça. On a parlé du programme en formation vidéo dans le live précédent qu'on avait fait sur la chaîne ou sur ici. On parlait du programme en formation vidéo. L'outil qui va te permettre de faire ta procédure par toi à travers ton téléphone et ta petite connexion. Tu regardes le programme. On dit dans le programme que ça, on t'explique tout. Photocopie, tu photocopies, va timbrer. Tout ça là, il faut payer le programme. Tu dis que non, il faut payer encore, machin, tout ça. C'est quand ça va chauffer que tu vas comprendre l'importance. La valeur de ce que tu veux n'a pas de prix. La valeur de ce que tu veux n'a pas de prix. Ça veut dire que tu dois oser, tu dois prendre le risque d'être au bon endroit. Sors de ta zone de confort, mon cher, ma chère. Sors de ta zone de confort. Oublie que tu maîtrises, oublie que tu connais, tu as ça. Sors de ta zone de confort. Paye s'il faut payer. Achète s'il faut acheter. Fais ce que tu veux, mais sois au bon endroit, au bon moment, et il faut avoir l'information qu'il te faut. C'est ça qui est le plus important. Et quand tu as ça, tu es sûr que tu as au moins 80% de chances d'avoir ton visa. La troisième raison pour laquelle tu n'auras pas ton visa, et je ne souhaite pas, mais je te dis, parce que si je ne te dis pas, personne ne va te le dire. Et je ne vais pas te dire ce qui va te plaire, mais je vais te dire la vérité. La troisième raison, c'est que tu fais une mauvaise orientation au niveau de l'équivalence. Tu as un bac scientifique, tu es en train de faire des études, par exemple en biochimie, et tu peux postuler dans un domaine des sciences économiques et de gestion, par exemple en comptabilité. Quel est le rapport? Je prends l'exemple là. Pour l'équivalence, parce que pour postuler, il faut d'abord s'orienter au niveau de l'équivalence. Et ça, c'est pour d'abord obligatoirement déjà pour ceux qui vont postuler en bachelier. Il est obligé pour vous. Donc, tu fais une mauvaise orientation au niveau de l'équivalence et tu es surpris qu'après, tu n'as même pas ton admission. Ou bien que tu as l'admission, mais tu n'as pas le visa parce que le rapport entre les deux formations n'y tient pas. Ce n'est pas la même chose et ce n'est pas la même formation. Voilà. Donc, il faut reprendre. Et il faut faire très attention par rapport au choix du domaine et du sous-domaine concernant l'équivalence. Maintenant, la quatrième raison, parce que je vais me parler vite, parce que je ne veux pas que le live soit trop long, vu que beaucoup préfèrent aller en congé, en week-end, célébrer, et ils sont là, ils veulent faire la procédure. Je ne juge personne, mais je dis, parfois il faut chercher à faire là de la priorité. C'est-à-dire savoir ce qui est prioritaire à l'autre. La quatrième raison, c'est que tu ne postules pas dans le bon établissement. On t'a dit, ils t'ont dit, et les autres te disent que le plus important, c'est d'avoir l'admission. Non, mon cher, non, ma chère. Le plus important, c'est d'avoir une admission en rapport à tes études antérieures. Parce que si tu n'as pas une admission qui est en rapport avec tes études antérieures, tu auras soit un refus, soit si tu as accepté, tu auras un refus de visa automatique. Parce qu'on va te dire que l'étudiant ne justifie pas la raison pour laquelle, ne donne pas une raison valable pour laquelle il va pour étudier. Parce que la formation n'est pas similaire. Et donc, tu es déjà disqualifié. Et quand on dit déjà ça, mon cher, tu n'as même plus la possibilité de faire un recours. La cinquième raison, c'est que, je pense que j'ai donné la cinquième. Oui, la cinquième raison, c'est que tu ne postules pas pour, j'ai dit la quatrième raison, c'était pour l'établissement, le bon établissement. Tu peux poser dans un établissement, il n'y a pas de ta formation, tu peux poser dans une formation quelconque bizarre. Et après, tu es surpris que tu n'as pas l'admission et le visa. La cinquième, c'est que tu ne choisis pas la bonne formation, même dans l'établissement qu'il te convient. Tu fais par exemple médecine et il faut aller postuler à UCL, Université catholique de Louvain.
qui est une grande université que je recommande beaucoup à ceux qui font dans le domaine de la médecine, notamment pour ceux qui ont déjà un master ou bien qui vont postuler en bachelier. Avec un master, il faut être capable de choisir la bonne formation dans cet établissement. C'est pas parce que tu as fait médecine, je sais pas, dentiste ou bien quelque que soit chirurgie ou bien peu importe la spécialité que tu as fait, que tu vas aller postuler où tu veux dans le secteur de la médecine. Non. Il faut toujours penser au fait que l'admission doit avoir un rapport avec vos études antérieures. Ça peut ne pas être la même chose, mais il faudrait que ce soit similaire. Au moins que 80% des matières du programme soient identiques. Et là, tu es sûr que non, tu n'as pas de problème après. La 6e raison, c'est que tu ne te prépares pas efficacement pour les demandes d'admission. Quand il dit que tu ne te prépares pour les demandes d'admission, c'est que tu n'anticipes pas sur les écoles qui vont ouvrir, tu n'anticipes pas sur les documents à fournir pour chaque établissement, et tu ne relèves même pas les dates des ouvertures des établissements et pour les demandes d'admission. Il faut te préparer pour ça. Il faut te préparer à rédiger la lettre de demande d'admission, les documents à fournir. Il faut te préparer. Ce n'est pas une chose facile. Est-ce qu'on demande les originaux? Est-ce qu'on demande l'équivalence? Est-ce qu'on demande des frais à payer? Il faut se préparer. Voilà. La raison qui suit, c'est tu ne constitues pas efficacement un bon dossier pour voilà. Avant de passer à la raison qui suit, je vais revenir d'abord sur le fait sur les demandes d'admission. C'est que aussi tu ne suis pas l'état d'avancement de ton dossier en ligne. Voilà. Parce qu'il ne faut pas seulement postuler et aller se coucher pour dormir. Non. Il faut aussi suivre l'état d'avancement de ta demande de visa, de la demande d'admission, pardon, en ligne. Pour être sûr que tu as l'admission ou pas. Voilà. La raison qui suit, c'est que tu ne fais pas signer ta prise en charge à temps. Vous ne faites pas signer votre prise en charge à temps. Et vous ne faites pas signer la prise en charge par la bonne personne. Parce que le plus important, ce n'est pas de signer la prise en charge, mais aussi, c'est de faire signer sa prise en charge par la personne qu'il faut. Il faut que votre garant ou la personne qui va vous signer la prise en charge soit solvable. C'est-à-dire qu'il a le montant nécessaire pour te prendre en charge pendant soit 1 an, soit pendant toute la durée de tes études. Donc, si tu fais le mauvais choix au niveau de la prise en charge du garant, ça, c'est un motif de refus. Et il faut faire attention aux fausses prises en charge ici dehors. Il y a des faux garants avec des fausses prises en charge qui vous disent que non, le plus important, c'est d'avoir la prise en charge. Voilà, c'est faux. Votre garant doit avoir un salaire suffisant et pardon. Et il faut être sûr que sur la prise en charge, on va mentionner solvabilité suffisante. Pour ceux qui vont voir le garant au niveau de la Belgique, pour ceux qui vont faire les demandes, qui vont faire signer la prise en charge en Belgique, sur la prise en charge, je ne mentionne pas solvabilité suffisante. Mais le garant doit vous fournir ses fiches de paye, sa composition de ménage, son séjour, tout. Et il va faire signer sa prise en charge dans la commune. Et il doit également vous envoyer ces documents pour que vous puissiez envoyer vos demandes via l'ambassade. Et c'est à l'ambassade ou à l'office des étrangers d'étudier la solvabilité de votre garant. Voilà une autre raison pour laquelle parfois le traitement de la demande de visa prend du temps. Parce qu'il faut vérifier d'abord la solvabilité du garant et poursuivre le traitement. L'une des autres raisons, c'est que vous ne vous préparez pas efficacement pour votre entretien, que ce soit à l'ambassade, que ce soit à Campus Belgique. Voilà. Vous prenez cet exercice, pourtant par contre, je dis, vous prenez cet exercice pas au sérieux. La majorité, hein. C'est 80% du refus de votre visa. Cette raison-là. Vous ne vous préparez pas à répondre efficacement. Quels sont les types de questions qu'on pose à l'ambassade sur le projet d'études, sur le projet professionnel, etc. Pareil que pour
l'entretien au niveau de l'ambassade. Les deux, c'est pareil. Campus Belgique pour les Camerounais et les autres, c'est l'entretien à l'ambassade. Ça peut être sur place comme parfois on peut envoyer par d'autres par mail. On peut les envoyer et ils remplissent un formulaire en ligne et ils soumettent. Donc, faut faire, voilà une autre raison qu'il faut faire très attention et tenir compte que il faut vraiment et réellement se préparer pour cela. L'autre raison, une autre raison, c'est que vous ne consultez pas efficacement votre dossier pour la demande de visa. Vous devez bien consulter votre dossier de demande de visa, bien rédiger la lettre de demande de visa, bien construire le dossier, mettre les documents qu'il faut et faire votre demande de visa à temps. Voilà, à temps. Là, vous êtes sûr que vous avez dévié cela. L'autre raison, c'est que vous ne suivez pas l'état d'évolution de votre demande en ligne. Que ce soit pour l'équivalence, que ce soit pour l'admission, c'est pareil pour la demande de visa. Vous devez suivre l'état d'avancement du dossier de demande de visa en ligne. J'ai fait une vidéo sur ça. Nous avons fait une vidéo dessus, sur nos différentes plateformes, où on vous montre comment suivre l'état d'avancement de votre demande de visa en ligne. Donc vous avez la possibilité de voir l'état d'avancement du dossier en ligne, votre demande de visa, si vous avez un accord, si vous avez un refus, ou bien quel état, et en fonction de ça, vous pouvez savoir si vous pouvez faire un recours ou pas. Ou bien prendre un avocat. Et enfin, dernière raison pour finir, c'est que vous n'introduisez pas en cas de refus, je précise bien en cas de refus, vous n'introduisez pas un recours contentieux à temps. Tu as eu un refus et tu as eu un refus qui peut te permettre de faire un recours et obtenir ton visa parce que beaucoup ne savent pas que vous pouvez avoir le refus et vous avez le visa après. Tu peux avoir un refus de visa, tu fais un recours et après tu as un visa. Beaucoup parfois négligent cette étape. Et pour connaître ça, il faut être vraiment astucieux. Il faut être technique, il faut avoir beaucoup d'informations pour être sûr que je vais faire un recours contentieux. Après le refus, je vais obtenir mon visa. Beaucoup ne le savent pas, mais c'est possible. Voilà un étudiant, cette année, il a eu un refus et après il a eu le visa. Voilà. Là, on n'avait pas encore nos plateformes et tout. Mais on travaille déjà. Donc, voilà donc, je vais vous expliquer là, déjà les 4 étapes pour pouvoir anticiper votre procédure sur les 4 étapes, l'équivalence, l'admission, la prise en charge et la demande de visa. Mais aussi, je vous ai donné plus de 10 raisons qui sont la cause du refus de vos demandes de visa. Et vous devez faire vraiment attention à ça. Pour ceux qui vont faire leur demande de, qui veulent faire leur demande de visa pour l'année de 2023, qui sont étudiants en Belgique dès 2023, vous devez commencer votre procédure maintenant. Voilà. Je ne vais pas cesser de vous le dire. Vous devez commencer maintenant. Et si c'est que vous voulez réussir facilement et rapidement votre procédure d'études pour étudier en Belgique, pour les 4 étapes que je vous ai dit, nous avons mis à votre disposition le programme en formation vidéo qui coûte 150 €. Je vous ai dit que ce programme n'a pas de prix. C'est la valeur de ce que ça va vous apporter qui est importante parce que merci pour les likes et merci pour les cœurs. Voilà, merci pour ceux qui mettent les cœurs, les likes. C'est un plaisir. Mais j'ai partagé le live. Moi, je voulais dire arrêter le live. J'attends vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions. Donc, si vous voulez, je vous dis, le programme en formation vidéo, ça n'a pas de prix. C'est la valeur de ce que ça va vous apporter qui est importante. C'est la valeur de ce que ça va vous apporter. Et une fois que vous souscrivez au programme, vous intégrez le groupe WhatsApp privé. C'est un groupe WhatsApp privé, je précise que c'est privé et c'est confidentiel, où nous allons vous accompagner pendant toute la procédure. Tu payes, il faut que je explique peut-être bien à ceux-là. Tu payes le programme à 150 € et tu bénéficies de l'accompagnement pendant toute la procédure. L'équivalence,
les demandes d'admission, la prise en charge, la demande de visa. Ne me demande pas que, est-ce que après ça, je vais payer autre chose. Non, tu vas payer seulement ça. C'est ce que je t'ai dit. Seulement ça et tu as tout ce qu'il faut. Mais il y a d'autres qui veulent nous confier le dossier, qui veulent confier leur dossier, leur procédure. On ne peut pas dire non, on ne peut pas dire non. Il y a des personnes qui n'ont peut-être pas le temps de faire leur procédure complètement pour certaines étapes. Ils veulent confier. On ne peut pas dire que non, ne confie pas, fais ton truc toi-même. Et après, ne fais pas. On prend. Et pour ça, c'est bien sûr en contrepartie d'une rémunération. Mais nous ne parlons même pas trop de ça parce que le plus important, parce que quand on va mélanger, on se dit que on le dit que quand on le dit, les gens pensent par exemple que quand ils vont payer le programme, ils seront dans le groupe, ils n'auront pas l'accompagnement qu'il faut. Ils vont encore devoir payer un certain type d'argent après. Non. Tu as payé le programme, tu bénéficies de ça. Et nous ne sommes pas seuls. Beaucoup demandent où nous sommes et tout. Nous sommes en Belgique à Bruxelles. Et pour le moment, nous sommes au Cameroun à Douala. Je précise, je reprends. Nous sommes en Belgique à Bruxelles et au Cameroun à Douala pour le moment en Afrique. Pour le moment. Voilà. Au fur et à mesure de nos activités, on va vous dire comment est-ce que ça va se passer. Voilà. Bonsoir Maxilia. Quelqu'un qui n'a pas de quoi justifier les amis après. Comment est-ce que la personne peut faire pour la procédure? Donc, ta question, elle est importante, elle est intéressante. Parce que beaucoup ont aussi besoin parfois de savoir ça. Je dis souvent que, et c'est pas moi qui le dis, c'est tout le monde qui le dit. Même les établissements, et même la loi le dit, la loi belge bien sûr. Pour justifier les années après le bac, cela suppose que tu as par exemple étudié, tu as eu ton diplôme, et après tu n'as pas continué avec les études. Bon, ce n'est pas une fatalité, c'est pour dire que tu ne sais pas parce que tu n'as pas eu à fréquenter après que tu n'auras pas le visa. Voilà. Les établissements pour la majorité prévoient un document qu'on appelle une attestation sur l'honneur. La majorité prévoit ce qu'on appelle une attestation sur l'honneur. Et cette attestation permet à l'étudiant de pouvoir justifier ses années blanches après le bac. Ça, c'est bien. Donc, avec ce document, tu as la capacité de justifier tes années après le bac, les années blanches, en précisant la date et tout et tout. Maintenant, tu peux justifier tes années avec un stage professionnel. Les stages académiques, généralement, n'ont pas trop de pertinence. Beaucoup plus avec un stage professionnel ou bien un contrat de travail. Un contrat de travail, ça passe très très bien. Avec un contrat de travail, ça passe très bien. Et l'étudiant en question a la possibilité de pouvoir justifier ses années. Maintenant, même si l'établissement ne prévoit pas une attestation sur l'honneur, il y a des documents que nous fournissons aussi aux étudiants pour pouvoir justifier les années blanches. Voilà. Je ne veux pas trop entrer en détail, mais il y a beaucoup de choses que nous prévoyons pour ce cas-là. Pour dire en bref que pas besoin forcément d'avoir des diplômes après le bac ou bien de travailler forcément, obligatoirement, pour justifier ces années après le bac. Donc, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas des études, qui ne travaillent pas, mais qui parviennent à faire leur procédure. Voilà. La personne a fait le bac, puis le BTS, puis la licence, mais après rien, 4 ans sans rien faire. C'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. Ce n'est pas grave. C'est possible. Hein. C'est possible. On peut justifier ça.
Il n'y a pas grave. Je t'en prie pour ta question. Quels documents fournis pour les écoles belges? Alors, les documents, généralement, je peux faire généraliser d'abord. Tout dépend de l'établissement. Hein. Tout dépend de l'établissement parce que c'est chaque établissement qui demande les dossiers. Il y a les écoles qui demandent uniquement le bac, l'acte de naissance, et c'est tout. Ils ne cherchent pas à savoir si tu as fait les années supérieures. Mais la majorité demande le bac, le diplôme de bac, le relevé de notes de bac, les diplômes après bac, c'est-à-dire justifier ces années après le bac. Ça peut être les attestations du stage professionnel, académique. Voilà, les actes de naissance, une demi-carte photo, la photocopie du passeport, photocopie de la carte nationale d'identité. Bref, tous les documents que beaucoup de personnes connaissent généralement. Donc, documents d'abord d'identité, acte de naissance, carte nationale d'identité, passeport pour certains, les diplômes du bac. Maintenant, ça c'est de manière d'abord générale. Et il y a d'autres documents spécifiques qui sont demandés par les établissements. Donc, tout dépend d'abord de l'école que tu veux choisir, de la formation et aussi de... Comment est-ce que je peux expliquer? Si tu dois faire par exemple un examen d'admission, là la procédure est un peu différente que de celui qui va poursuivre directement. Maintenant, de manière un peu plus spécifique, je prends le cas de ceux qui vont postuler en bachelier et pour ceux qui vont postuler en master. Pour ceux qui veulent postuler en bachelier, généralement, il y a des documents qu'on leur demande. On peut demander un probatoire, on peut leur demander leur diplôme, leurs attestations de réussite de probatoire, leur attestation, leur relevé de notes de baccalauréat avec le diplôme. Voilà, merci pour les cœurs, ceux qui m'envoient les cœurs, merci. Partagez le live à ceux qui peuvent participer vraiment, si c'est possible. Voilà, merci. Donc, pour le bachelier, on peut demander le relevé de notes de bac, le relevé de notes de probatoire et les documents après bac, ainsi que les documents après bac. Donc, j'ai répété. Donc, les documents après bac, ça peut être le relevé du niveau 1 jusqu'au dernier niveau que tu as fait. Tu peux justifier également tes années avec des justificatifs professionnels, un contrat de travail, une attestation de service. Bref, il y a beaucoup de documents. Et il y a aussi des documents qui sont là pour des étudiants qui n'ont pas des documents qui peuvent justifier leurs années après le bac, c'est-à-dire les années blanches. Maintenant, pour ceux qui vont postuler en master, on peut les demander également les relevés de notes de première, de terminale, et ainsi de suite. Donc, ça peut arriver avec les documents qui viennent après. Maintenant, je peux faire quand même dire ceci. Pour la procédure-ci, il faut préparer déjà les bulletins de seconde, de première, les bulletins, je dis, je n'ai pas dit les relevés, les bulletins de notes, de seconde, de première et de terminale. Il faut préparer ça. Si tu n'as pas les bulletins, tu cherches à faire un duplicata des bulletins, ça c'est très facile. Tu te rapproches de ton établissement, même si on a égaré tes bulletins, je ne sais pas, en machine, on peut te reconstituer ça. Tu n'as qu'à payer des frais, c'est 5 000 francs pour la plupart, et on te refait tes documents. Tu prépares les bulletins de seconde en terminale, tu prépares tes relevés de notes de première, de l'examen bien sûr, du probatoire, première, terminale et de l'université. Bien sûr, si tu as l'université en première année, que tu viens de commencer la première année, tu dois préparer, bien sûr, ton certificat de scolarité de l'année en cours. Voilà, donc il y a beaucoup d'autres choses qui viennent après, et voilà. Et le programme en formation vidéo explique beaucoup mieux comment faire tel document et tout, s'il faut légaliser, etc. Je ne peux pas tout expliquer là, mais voilà, en gros, ok, il y a des commentaires. Il faut faire une procédure avec vous. Je vais dire, vous accompagner dans la procédure. Oui, bien sûr, nous accompagnons dans la procédure. Oui, vous pouvez faire une procédure avec nous. Vous pouvez nous accompagner les étudiants pendant toute la procédure, de l'équivalence jusqu'à la demande de visa.
Et si quelqu'un veut aller au-delà de cela, on le fait. C'est-à-dire, même sur place, on peut vous donner des... Quand l'étudiant obtient le visa, on récupère ici l'étudiant à l'aéroport. Ça, c'est prévu dans l'accompagnement de l'étudiant. Donc, on le fait. Si jamais quelqu'un est intéressé par la procédure pour l'année 2020, bon, pour l'année 2023-2024, parce que 2022-2023, c'est maintenant. 2023-2024, dans l'année qui vient, septembre 2023-2024, on le fait. Comment pouvons-nous vous contacter? Alors, bon, les numéros... Attendez. C'est vrai quand même que j'aurais dû... Mais attendez, je vais donner un numéro là. Un numéro pour nous contacter. Si vous voulez écrire, vous écrivez. C'est le numéro de l'Académie Russie en Belgique. Vous écrivez, c'est moi qui vais répondre. C'est moi-même qui vais répondre. Donc, si quelqu'un veut écrire, il écrit. Je vais répondre moi-même personnellement. Et si la personne a besoin d'autres détails, je lui donnerai également. Même si c'est pour à Bruxelles. Si quelqu'un veut un détail en Bruxelles, voilà. Voici le numéro. Je vais l'épingler. Je vais épingler. Voilà. J'ai épinglé le numéro. Voilà le numéro. Là, vous pouvez contacter le numéro. Ça, c'est le numéro de l'Académie Russie en Belgique. Il y en a 3. Il y a 2 au Cameroun. Il y a un en Belgique. Bon, c'est sur toutes nos pages. Voilà. Donc, je vais, s'il y a d'autres questions, poser les questions. Mais je crois que j'ai pris la peine d'expliquer encore que si vous voulez aller étudier en Belgique, c'est maintenant que vous devez débuter la procédure. Parce que nous allons vous permettre d'anticiper sur chaque étape de la procédure. Que ce soit sur l'équivalence, que ce soit sur les demandes d'admission, que ce soit sur l'étape de la prise en charge ou que ce soit sur la demande de visa. Sur chaque étape comme ça, nous allons anticiper et nous allons vous former pour que chacun puisse maîtriser la procédure, mais aussi de se préparer financièrement. Personne, je dis bien personne, ne peut se préparer financièrement au début de la procédure. Au fur et à mesure, nous avons pris conscience de ça et nous avons appris que pour la procédure, n'importe quelle procédure, je pense que c'est pareil. Hein. Sauf si vous avez les moyens financiers de tout financer. Si c'est le cas, c'est super. Si vous avez la capacité de financer toute votre procédure, c'est super. Mais si vous n'avez pas la capacité financière de tout financer, prenez la peine de déjà mettre de côté le montant de la première étape. À partir de là, vous commencez à vous préparer pour l'étape qui suit. Et ainsi de suite. Chaque étape a une durée. L'équivalence, ça prend 3 mois, dit. Les demandes d'admission commencent en février jusqu'au 30 avril. C'est pratiquement 3 à 4 mois. Et à partir de mai, c'est déjà les demandes de visa. Jusqu'en août. Parce que les visas, on peut commencer à voyager à partir du 15 août. Donc si tu as le visa avant le 15 août, tu ne peux pas quitter ton pays. C'est à partir du 15 août que ton visa est valide. Donc tu peux prendre l'avion le 16 août pour partir. Si tu veux. Tout dépend de toi. Si tu as le billet d'avion et tout ce qu'il faut, je crois que c'est OK. Donc, merci à ceux qui ont participé. Si vous avez des questions, si vous voulez m'arrêter, vous m'arrêtez. Vous avez des questions, vous posez des questions. Mais sinon, on va devoir arrêter le live. Et on va reprendre notre live une prochaine fois. Et vous pouvez toujours continuer de regarder les vidéos parce que chaque semaine, on publie les vidéos au moins 3 fois la semaine. Le lundi, le mercredi et le vendredi, vous avez la possibilité de bénéficier d'une vidéo sur la procédure gratuitement. Voilà.
vous avez la possibilité de bénéficier d'une vidéo qui explique une étape de la procédure gratuitement. Donc, merci aussi à vous. Merci et bonne soirée à vous. Merci d'avoir participé. À ceux qui ont participé, si quelqu'un veut savoir autre chose, que ces personnes se manifestent, ou alors, voilà le numéro, l'un des numéros de l'Académie Reçue en Belgique que j'ai épinglé, que vous pouvez contacter en cas de besoin, si vous voulez savoir comment ça se passe la procédure, comment est-ce que nous vous accompagnons, si vous voulez souscrire au programme de formation vidéo pareillement. Bref, tout ce que vous voulez savoir sur la procédure, vous pouvez soit nous contacter à ce numéro, ou bien à l'un des numéros qui se trouvent également sur nos différentes pages, ou à l'adresse email de Russie en Belgique. Donc, je vous dis merci à ceux qui ont participé, qui ont été là. Et disons-nous rendez-vous dans un prochain live où je vais un peu expliquer toujours l'importance de commencer sa procédure maintenant. Parce que si on ne le fait pas, peut-être que vous pensez que c'est facile. Hein. Beaucoup de personnes ne savent même pas que la procédure de la Belgique est facile. La difficulté que je sais et que beaucoup de personnes rencontrent souvent, c'est d'ordre financier. Tu peux tout maîtriser, mais tu n'as pas les moyens. Ça peut arriver. Mais le jour que tu es prêt financièrement, tu t'engages dans ta procédure, tu la démarres et mon cher, je suis sûr que tu auras ton visa. Ou ma chère, je suis sûr que tu auras ton visa parce que la procédure de la Belgique, elle est facile. Le plus important, c'est d'avoir la bonne information, d'être au bon endroit et surtout d'être au bon moment. Voilà. Donc, je vous dis merci à vous. Et voilà. On est ensemble. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Merci.